Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Nouvelle récolte blé 2022. Petit rappel sur le déroulement du webinaire. Vos micros ont été désactivés pour la durée de la présentation, mais vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans l'onglet Chat qui se trouve à droite de votre écran. Nous répondrons à vos questions à la fin du webinaire et dans le cas où nous n'aurons pas le temps de répondre à vos questions, nous reviendrons vers vous personnellement. Et la présentation sera bien évidemment envoyée après le webinaire. Concernant le déroulement de notre webinaire, donc celui-ci se déroulera en deux parties. Une première partie présentée par Claude Gagnol, directeur filière Limagrain Ingrédients et membre du bureau de la NMF, qui vous fera un point sur les marchés blé, monde et France. Et une seconde partie qui sera présentée par Lucille Dubreuil, responsable application panification, qui vous fera un point sur la qualité des farines nouvelle récolte. Je laisse donc maintenant la main à mon collègue Claude qui va vous présenter le marché du blé France et monde. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver cette année pour la plupart d'entre vous et bienvenue à nos nouveaux auditeurs. Vous êtes très nombreux, d'où l'importance du sujet à partager avec vous aujourd'hui sur l'évolution des marchés. On est loin d'un long fleuve tranquille. Il suffit pour cela donc de voir l'évolution de la courbe des marchés qu'on a synthétisé sur ce slide. Donc, on sort d'une période, si je puis dire, relativement stable. On pourrait remonter jusqu'à une décennie antérieure, où on verrait que les cours du blé étaient durablement installés en dessous de 200 €, voire moins, bien entendu. Et puis, depuis le Covid, et en particulier la phase post-Covid, avec une reprise mondiale de l'activité suite à pas mal de restrictions, on voit le marché se reprendre tout naturellement parce qu'il y a une demande qui se refait, on a besoin de reconstituer les stocks, etc. Et puis on croit un petit peu plus à la consommation qui, d'ailleurs, se développe. Et puis il est arrivé donc cet événement assez dramatique le 24 février avec le début du conflit ukrainien qui, là, a complètement redistribué les cartes, malheureusement pas dans le bon sens. Donc, ce qui aurait pu être une phase économique intéressante en termes d'activité pour tout le monde est devenu une phase très critique. Achat des matières premières et l'optimisation de ces matières premières deviennent cruciales, mais aussi l'orientation des marchés de consommation. Donc, on est dans une phase de turbulence, de volatilité, et là, il faut être très, très prudent. Donc, je vous propose de partager les principaux éléments qui vont contribuer à nos décisions respectives, que ce soit les vôtres ou les nôtres en termes de sourcing, et puis bien entendu, pour aller à la rencontre des marchés devant les consommateurs qui, eux aussi, sont en train de faire évoluer leur façon de pratiquer, en tout cas de consommer. Donc là, aujourd'hui, le marché, après un pic qui s'est installé à 430, voire 450 €, dans les échéances plus rapprochées, on est même monté près de 490 €. Et bien là, tout de suite, on est installé sur une tendance de 320 à 350 € qui évolue au gré des humeurs de M. Poutine. Donc, cette situation est très instable, une fois de plus. Donc, regardons plus en détail qu'est-ce qui fait qu'on pourrait aller dans un sens ou dans un autre en termes d'évolution du marché. OK. Donc, déjà au niveau mondial, donc, pour bien resituer les enjeux de la récolte. Alors, comme je vous l'expliquais les autres années, il faut considérer que c'est avant tout l'hémisphère nord qui joue le rôle essentiel en matière de blé. On verra que pour le maïs, c'est le nord, bien entendu, avec les États-Unis, bien entendu, mais aussi l'Amérique du Sud qui intervient. Or, pour le blé, c'est très clairement donc l'Europe en priorité, avec ses 132 millions de tonnes, qui est un très gros acteur du marché du blé, qui est d'ailleurs le premier exportateur mondial de blé, suivi ensuite par la Russie, qui annonce cette année 91 millions de tonnes, voire 95 millions de tonnes de récolte de blé, je parle bien de blé, soit plus 16 millions de tonnes par rapport à l'an dernier. Et puis ensuite, vous avez des acteurs qui, non des moindres, et on voit bien ce qui se passe avec l'Ukraine, comment ça a déstabilisé les marchés. Donc, mais avant l'Ukraine, il y a les États-Unis et le Canada. Donc, les États-Unis qui produisent un petit 50 millions de tonnes de blé et le Canada donc, qui est autour de 35 millions de tonnes. Donc, ensuite vient l'Ukraine
même si l'Ukraine, c'est 20 millions de tonnes, voire plutôt 25 à 30 millions de tonnes normalement, puisque cette année, on affiche 12 millions de tonnes de moins qu'une année normale. Donc, l'Ukraine, l'habitude, c'est entre 30 et 35 millions de tonnes, en tout cas les dernières années. Et puis là, cette année, on tombe à 20 millions de tonnes. Et là, ça a suffi pour déstabiliser le marché de la céréale. Parce que globalement, lorsqu'on regarde l'ensemble des productions mondiales, même s'il y a des à-coups climatiques cette année, on a quand même, grosso modo, on va le voir par la suite, une stabilisation donc des productions. J'arrive pas à passer. Voilà. Donc, on a une stabilité, grosso modo, des productions. Et ensuite, ce qui est produit en plus dans un pays, bien entendu, est absorbé par d'autres pays qui… Attendez, j'ai un souci avec mes slides là. Voilà. Donc, ce qui est d'en trop sur un pays est compensé par des manques sur un autre produit. Donc, en Europe, on voit que l'Europe est le principal acteur donc, au niveau du blé. Ensuite, la Chine est un très gros acteur, mais il n'est pas exportateur, on le verra plus en détail tout à l'heure. Et la Chine, par contre, est un gros consommateur, comme chacun sait, que ce soit en blé, en maïs ou en soja. Mais là-dessus, on a très peu de données en termes de stock sur la Chine. Ça reste toujours un peu la black box. Après, il ne faut pas perdre de vue le côté maïs, parce qu'on le verra aussi prochainement, le complexe céréal, il est essentiellement fait de blé et de maïs. Et on parle beaucoup d'alimentation humaine, mais il faut savoir que la majorité des céréales est consommée par les animaux. Et quand une céréale est manquante, c'est l'autre qui la compense si elle peut, ou en tout cas, quand il y en a une qui est plus chère que l'autre, eh bien c'est celle qui est moins chère qui prend le pas sur celle du blé. Donc, le maïs est un critère à prendre en compte dans l'approche globale des marchés. Et donc, on parle de fondamentaux du marché, donc ce qui peut impacter sur la fluctuation des cours du blé, entre autres. Donc, vous avez d'abord les aliments structurels, qui sont le ratio stock sur consommation. Qu'est-ce qui reste à la fin d'une année par rapport aux besoins de consommation? Le rapport euro-dollar, ou voire les monnaies locales. Et Dieu sait si en ce moment, ces monnaies jouent un rôle important, puisque l'euro est passé en dessous de 1 dollar, et le rouble, après avoir descendu dans les profondeurs suite aux événements du 24 février, est remonté à un niveau tout à fait acceptable. Donc, il y a une grosse variation. Ensuite, vous avez bien entendu les surfaces de blé, ainsi que celles de maïs et les volumes de production qui vont avec, au gré des aléas climatiques. Donc, cette année, on observe aussi un autre phénomène qui est celui du riz. Il y a un gros problème de disponibilité de riz. Ça veut dire que des pays comme l'Inde, qui sont en sérieux retrait au niveau de la production de blé, vont devoir acheter à l'extérieur, entre autres du blé, pour compenser le riz qu'ils n'ont pas. Quant au soja et au tournesol, on est plutôt sur une année favorable, bien que le tournesol, comme chacun sait, c'est une culture qu'on a découvert avec les événements de l'Ukraine et les problèmes de disponibles dans le tournesol et surtout l'huile de tournesol. Les éléments de volatilité, au-delà donc de ces éléments structurels, eh bien, c'est l'instabilité géopolitique. Et Dieu sait si on en a en ce moment de l'instabilité géopolitique, parce que globalement, cette année, on a une récolte assez satisfaisante au niveau de la planète. Par contre, ce qui fait l'instabilité, la fluctuation et la volatilité des prix, c'est cette instabilité géopolitique. Lorsqu'on voit, ne serait-ce que la semaine dernière, l'annonce de Poutine au niveau de la mobilisation, etc., a tout de suite créé un froid sur les marchés, et ça s'est traduit par 25 € de hausse en l'espace de 3 jours. Le weather market, je voyais encore pas plus tard que ce matin, là, on est en train de parler de la récolte américaine de maïs qui tarde à rentrer, et tout de suite, les marchés réagissent. Mais ça reste qu'un élément, je dirais, du moment, sachant qu'actuellement, il n'y a pas péril en la demeure. Mais tout de suite, les spéculateurs enfourchent ces éléments-là pour tirer profit de la situation. Les crises sanitaires, Dieu sait si on sait ce que c'est, puisqu'on vient de sortir d'une. Alors, elle n'est pas terminée, il ne faut pas l'oublier, en particulier avec la Chine. Et ensuite, vous avez le marché mondial des commodités. Là encore, on voit ce qu'il en est, mais c'est plus sous l'impact de l'instabilité géopolitique que particulièrement une demande croissante. On est plutôt dans une phase où la demande, elle reste relativement stable, voire
récessive. C'est-à-dire que là, le marché aujourd'hui hésite entre la croissance qu'on espérait sortie Covid et puis une forte récession qui se présente suite à des phénomènes d'inflation très marqués. Donc, on va devoir suivre ces deux phénomènes de façon très proche. Les éléments mal maîtrisés, je reviens sur la Chine, hein, puisque la Chine, c'est le blackout, c'est une black box et on ne sait jamais ce qui s'y passe. On découvre après qu'ils sont aux achats pour le soja, pour le maïs, ce qui pourrait être le cas ce printemps, à surveiller, puisqu'ils ont subi une grosse sécheresse, mais actuellement, il est difficile de savoir où et combien a impacté cette sécheresse qu'ils ont subie cet été. En tout cas, il est fort à parier que les cultures de printemps type maïs et soja ont souffert et que ça ne serait pas surprenant que la Chine revienne sur les marchés mondiaux et en particulier auprès des États-Unis pour acheter du maïs et du soja ce printemps. Et là, on pourrait revoir les cours se repartir à la hausse comme ça a été le cas il y a, si je ne m'abuse, 2 à 3 ans. Mais en attendant, on est toujours dans l'expectation. Et puis au-delà de tout ça, il y a les rapports donc, qui sont liés à cette instabilité géopolitique où on le voit bien aujourd'hui entre les États-Unis, la Russie, la Chine, il se passe des choses. Il y a des pactes de non-agression, mais il y a aussi des jeux de tension qui s'opèrent et qui influencent les marchés. Donc on est complètement dans une situation très, très incertaine et chaque jour apporte son lot d'informations qui impactent dans un sens ou dans l'autre. Alors si on en vient donc à la production, on voit que cette année, la production mondiale est légèrement à la baisse, 5 millions de tonnes, c'est pas énorme. Donc, on a quand même récolté 745 millions de tonnes de blé au niveau de la planète et peut-être un petit peu plus si la Russie confirme ses 95 millions. Donc, on voit qu'on n'est pas à la rue en termes de production, puisque ce qu'on peut constater, c'est que la demande, elle se stabilise aussi autour de 750 millions de tonnes. Donc, grosso modo, on est sur une stabilité entre production et demande, avec un léger effritement des stocks de fin de campagne à moins 4 millions de tonnes. La consommation mondiale, elle est, on va dire, en croissance, mais c'est une croissance toute relative parce qu'on voit que le complexe céréales, blé et maïs, lui, est en décroissance. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène sur l'alimentation animale qui est en train de peser sur les marchés, puisqu'on voit qu'il y a une décapitalisation du cheptel au niveau mondial et en particulier en Europe. Donc ça, on le verra plutôt dans un cadre maïs avec le webinaire sur la partie maïs, mais à suivre. Concernant donc les utilisateurs, hein, donc là, il y a les principaux importateurs qu'on connaît bien, donc l'Égypte, la Chine, l'Indonésie, la Turquie, l'Algérie, le Japon. On voit que tous ces pays sont globalement en progression dans leur consommation. C'est normal puisqu'ils ont été, je dirais, sous restriction avec ce qui s'est passé ces derniers temps. Ils attendaient un peu le dernier moment pour acheter, vu le niveau des prix. Et donc, aujourd'hui, c'est normal qu'ils viennent recompléter leur stock. Et puis, en face, vous avez les grands exportateurs qui, je le répète, cette année, ça sera certainement la Russie qui va passer devant l'Europe avec son gros volume. Mais d'habitude, c'est l'Europe qui est le premier exportateur. Ensuite, vous avez l'Ukraine qui vient pas en troisième position, pardon, c'est l'Australie, les États-Unis, et puis ensuite l'Ukraine à égalité avec l'Argentine. Mais l'Ukraine, normalement, est nettement supérieure, puisque sur une moyenne quinquennale, on était à 19 tonnes. Et l'an dernier, je crois qu'ils ont passé les 20 millions de tonnes, avant le conflit, plus de 20 millions de tonnes, 20 à 25 millions de tonnes à l'export. Donc voilà, il y a une redistribution des volumes à l'export et qui crée cette tension sur les marchés, parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça d'exportateurs. Concernant l'Europe, donc la production en Europe s'établit cette année à 145 millions de tonnes. Donc on voit qu'on est en légère progression, ce qui ne sera pas le cas sur le maïs, où là, par contre, on va perdre 15 à 20 millions de tonnes de maïs en Europe cette année, donc attention. On est donc dans un bon niveau de production, puisqu'on voit bien que d'habitude, on est plutôt, je dirais, sur des 135, 140 millions de tonnes. Bon, bien entendu, en 2020-2021, donc c'était la récolte 2020 qui a été sérieusement affectée par les problèmes de sécheresse, où là, on a eu du mal à aller jusqu'à 130 millions de tonnes. Mais cette année, on va considérer qu'on est dans un bon niveau de production. Lorsqu'on voit les utilisations, on voit tout de suite que l'utilisation en alimentation animale est en train de baisser. Et c'est ça qui peut peser sur les cours des céréales, parce que le marché de l'alimentation animale, aujourd'hui, il est très dépressif. On voit que les utilisations domestiques, donc
dont l'alimentation animale, mais aussi l'industrie, sont sur une phase décroissante. Donc, à suivre. Et ensuite, pourtant, le maïs aujourd'hui est relativement cher sur les marchés comparativement au blé, donc ça devrait soutenir la consommation en blé. Donc, si on voit en plus que le blé baisse, ça veut dire qu'il y a un vrai souci en alimentation animale. Nous, on a pu s'en rendre compte dans la valorisation des coproduits cette année qui a été extrêmement, parce que sur le marché de l'alimentation animale, aujourd'hui, il y a une décroissance, il y a une décapitalisation du cheptel, et ensuite parce qu'il y a une perte de la valeur des productions laitières, viande, etc. Donc, il y a une moindre consommation. Il y a eu malgré tout une hausse des produits laitiers et des produits viande, mais il y a une tendance baissière en termes de consommation sous l'impact de la hausse. Et les agriculteurs, les éleveurs, eux, subissent de fortes hausses de leurs coûts, en particulier sur les céréales, ce qui fait qu'au bout du compte, la rentabilité, elle n'est plus là. C'était déjà limite par le passé, mais là, aujourd'hui, ça pose vraiment question. Après, la tendance, je dirais, protéines d'origine végétale par rapport aux protéines animales, c'est une tendance, mais elle n'impacte pas encore lourdement sur les marchés. Et puis enfin, cette année, donc, compte tenu de la situation mondiale, le conflit ukrainien, il est clair que les importateurs se sont plus tournés vers l'Europe. Et comme on a un peu de disponible en blé, on attend donc une progression significative des exportations de blé pour aboutir finalement à un stock final en baisse qui va perdre de l'ordre de 16 millions de tonnes. Donc, attention, ce qui veut dire que le ratio stock sur consommation, eh bien, lui aussi, il est en baisse et il atteint 12%, qui est un niveau quand même relativement bas. Concernant la France, là, la situation en France est là aussi plutôt moyenne. On est un peu déçu par la récolte parce qu'il y a eu une grosse diversité entre le nord et le sud de la France, des bons rendements dans le bassin parisien, voire le nord et Hauts-de-France, et puis par contre des déceptions dans le sud-ouest en particulier, qui nous amènent à une récolte relativement moyenne, mais nettement supérieure à celle de 2020, de la récolte 2020-2021, parce qu'il y avait du mal à atteindre les 30 millions de tonnes sous l'effet de la sécheresse. Donc là, considérons qu'on est dans une récolte à peu près normale. Et là, donc, on retrouve nos problèmes de consommation avec les FAB, donc c'est les fabricants d'aliments du bétail, à moins 3%, et puis donc les diverses consommations qui baissent aussi, sachant que la panification, elle aussi, est en baisse de 3%, tout ce qui est biscuiterie est en baisse de 3%, donc on voit que l'heure n'est pas la réjouissance au niveau de la consommation en France, concernant le blé. Donc, à suivre. Alors, la collecte, donc, vous savez qu'il y a deux phases de collecte. Il y a la phase récolte et puis après, il y a le stockage à la ferme qui arrive plus tard. Donc là, aujourd'hui, on est en train de parler d'une collecte globale. On voit aussi quand même que sur les cours peut peser la rétention donc, des stocks à la ferme. Au niveau des prix, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un niveau de 320 à 350 actuellement. On voit bien que depuis le mois de juillet, ça devient un niveau, je dirais, assez référent, après avoir atteint ce pic, mais on n'est pas à la veille d'un soubresaut, mais qui pourrait nous amener encore vers des problématiques dès l'instant où le corridor sur la mer Noire serait affecté. Parce que ce corridor, il est quand même très important, c'est celui qui, depuis le mois de juillet, a permis de calmer la tension sur les marchés, puisque l'Ukraine a retrouvé un niveau d'exportation, certes, pas équivalent à celui qui était par le passé, puisque l'Ukraine, si je ne m'abuse, devait exporter à peu près 5 ou 6 millions de tonnes de céréales par mois, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 2 millions. Donc, mais quand même, 2 millions de tonnes, 1,6 million, je crois, c'est quand même non négligeable, eu égard d'où on vient sur le mois de mai et juin. Donc, ce corridor, il est fait pour durer 4 mois. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer après les 4 mois et on voit bien que régulièrement, donc, Poutine vient mettre la pression sur la situation. Bon, maintenant, les choses en Russie, comme vous le voyez aussi au niveau des informations nationales ou internationales, il y a des événements qui se passent dans le pays. Donc, ça crée, je dirais, le soutien populaire que Poutine pouvait bénéficier jusqu'à présent. On voit qu'aujourd'hui, il est en train de s'effriter. Donc, là-dessus, ça peut créer encore des éléments de tension dont on ne connaît pas les conséquences. Quoi qu'il en soit, le marché, il est difficile de l'envisager en dessous de 300. Il a des potentialités de se relever encore s'il se passe quelque chose au niveau du corridor, mais je dirais qu'un niveau de 320 à 350 euros serait assez représentatif de cette récolte.
Alors à cela, il faut penser une chose, c'est qu'on a donc ce problème aussi de prime de marché qui est à suivre. Le niveau de prime de marché, il est lié à quoi? C'est-à-dire que les organismes stockeurs ont acheté des céréales auprès des agriculteurs durant la récolte, à un moment où les cours étaient assez soutenus. Et donc, quand ils ont acheté, eh bien, maintenant, ils vont revendre ces blés dans des marchés un peu plus éloignés. Et si ces marchés plus éloignés ne sont pas aussi valorisants que la période où les OS ont acheté le blé, eh bien, forcément, ça va amener à des primes de marché pour compléter la différence de prix. Donc, ces primes, elles fluctuent. Elles peuvent aller de 5 à 15 euros selon la période et aussi l'OS concerné. Il y a des zones en France où il y a beaucoup de blé à vendre. Donc, on peut avoir des primes de marché plus faibles que certaines zones où les blés sont moins disponibles. Donc, ça, ces notions de primes de marché, elles ont toujours existé, mais il faut reconnaître qu'en ce moment, elles sont plutôt significativement positives. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez des fournisseurs de farine qui vous disent, voilà, ben, il y a le matif, oui, et puis j'ai dû payer une prime de marché. Alors, en synthèse, donc, pour en terminer sur cette partie marché, bon, les facteurs qui sont avérés actuellement concernant les facteurs haussiers, c'est tout d'abord la faible récolte relative en Europe par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Mais, je répète, elle n'est pas si mauvaise que ça. Des stocks mondiaux de blé très peu mobilisables, hein, c'est tous les stocks exportables, on voit qu'ils ne sont pas en croissance, plutôt l'inverse. Une bonne demande des principaux importateurs en ce début de campagne, j'ai expliqué pourquoi, et en particulier la Chine, à surveiller. La rétention en ferme au niveau français, ben on voit que quand le blé il est retenu en ferme, ça crée une tension sur la disponibilité et forcément ça joue à la hausse sur les cours. Et puis la baisse des prévisions de production du complexe céréalier mondial en raison du maïs, tant aux États-Unis qu'en Europe et en Ukraine, bien entendu. Les facteurs baissiers avérés, c'est la récolte russe record. Alors cette récolte russe qui pourrait être de 95 millions de tonnes de blé, il va bien falloir à un moment ou l'autre l'exporter, la dégager. Et actuellement, donc, avec la pression qu'il y a sur la Russie concernant les capacités à faire du commerce mondial, eh ben, ça tend un peu les choses, ou en tout cas, ça a tendance à mettre de la pression sur le marché. Dans un sens, parce que ça limite la Russie dans sa capacité à exporter, mais d'un autre côté, la Russie, pour encourager l'exportation, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse ses taxes à l'exportation et donc elle devient plus compétitive. Bon, le rouble s'est nettement réévalué, donc ça n'a pas arrangé la situation de la Russie, mais il n'empêche qu'il reste encore très compétitif. À surveiller donc ce corridor d'exportation qui est actuellement efficace en Ukraine, certes, mais qui peut disparaître dans 3 mois, par exemple. Donc, soyez très attentifs à ça. Très forte prévision officielle de récolte de blé tendre au Canada et en Australie. Comparativement à l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Canada, l'an dernier, a essuyé une énorme sécheresse qui avait divisé pratiquement par 2 les récoltes. Et puis, la décapitalisation du cheptel, en particulier en France et en Europe. On voit, c'est un phénomène aussi en Hollande. Donc, ça impacte sur la consommation d'alimentation animale et forcément, donc, ça contribue à la moindre consommation du blé et du maïs. L'euro-dollar historiquement faible et renforcement du rouble. Donc là, on est plus compétitif en Europe parce que l'euro est faible. Ensuite, le complexe céréalier mondial qui est quand même globalement très bon compte tenu quand on additionne l'ensemble des cultures, même si le maïs, je le répète, n'est pas bon. Les facteurs à surveiller, donc la difficulté logistique des Russes pour le transport de blé vers les zones d'export, la reprise de la consommation mondiale, notamment des carburants. Alors là, c'est à vérifier quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a intérêt aujourd'hui à fabriquer du biocarburant par rapport au coût du Brent. Donc forcément, les États-Unis encouragent la production d'éthanol pour mettre dans leur carburant, ce qui n'était pas forcément toujours le cas quand le Brent était à 50 ou 60 dollars. Mais aujourd'hui, donc, l'éthanol produit à partir des céréales est très compétitif, même si les céréales restent chères. La hausse de la consommation de blé en substitution du maïs, je vous l'évoquais tout à l'heure, et puis le cas du riz, qui est aujourd'hui très peu disponible. Et puis enfin, pour synthétiser, toujours cette question chinoise, attention en sortie d'hiver sur les importations de maïs et de soja en Chine à partir des États-Unis. Quant aux facteurs baissiers, eh bien, c'est cette notion de récession économique mondiale qui se profile. On voit les acteurs boursiers aujourd'hui sont plutôt, je dirais, pessimistes
Et donc là, il y a une tendance lourde et l'inflation actuelle qui est juste ingérable parce qu'on voit bien qu'il y a un moment, ça ne va pas passer. Donc si l'énergie ne redevient pas à un coût acceptable, on va avoir un réel problème d'inflation mondiale et qui va peser bien évidemment sur la consommation. Donc la baisse de la consommation de viande, baisse de la consommation de céréales associées, et puis les politiques des pays d'Afrique qui ont tendance à faciliter, donc d'abord limiter le gaspillage et puis à alléger les contraintes des cahiers des charges. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je passe la main à Lucille qui va nous parler donc maintenant de la partie technique pour faire en sorte que tous je dirais, ces coûts élevés de la matière sont donc vous les valorisiez bien, sachant que ne perdez pas de vue que les fondamentaux du coût de revient d'une matière première pour une farine, c'est bien entendu les types de blé qu'on utilise. Il y a les BPMF, les variétés recommandées par la meunerie, les blés améliorants de force, et puis toutes ces notions de filière, CRC, label rouge, etc., Arvalis, de la graine au pain, diététique infantile, qui aujourd'hui, le coût se renchérit parce que les exigences deviennent très importantes, parce que en plus, les exigences de sécurité alimentaire, on voit sur l'ergot, on voit sur les alcaloïdes tropaniques, etc., ne font que se durcir. Et ça n'améliore pas les coûts de revient de la production céréalière. Et ces filières, aujourd'hui, elles sont challengées parce que le blé de base est valorisé à un prix élevé. Donc, pour encourager, pour garder les agriculteurs motivés à faire des filières spécialisées, eh bien, il faut qu'on arrive à soutenir le coût la valorisation des blés à ce niveau-là. Et donc, on renchérit les primes filières. Ensuite, pour les farines, hein, bon, bien, quand vous achetez une farine, c'est fait avec un blé qui a donc un primatif, des primes de marché qui sont plutôt élevées cette année, des primes qualité concernant les blés améliorants, ces fameuses primes filières, les majorations de stockage, hein, je vous rappelle que c'est 0,93 € par mois et par tonne de blé, le rendement de meunier, donc Lucille vous en parlera tout à l'heure, il est plutôt correct cette année, et les très fortes moins-values des coproduits qu'on observe depuis le mois de juillet 2021. Voilà Lucille. Ah, j'avais encore quelques indices de prix d'énergie, décidément. Donc, bon, bah là, je vous apprends rien. Aujourd'hui, on a une énergie qui est ultra chère. Donc, la flambée des cours, bon, on observe un tassement, mais on va quand même avoir des niveaux de prix d'énergie qui vont impacter sur la consommation, sur le coût de revient des fabrications de farine qui vont être multipliés au niveau coût énergétique par 2 voire par 3. Donc, attention, c'est un élément de coût très important cette année dans le prix des farines, au-delà du prix des blés. Voilà, cette fois, c'est bien à toi cette fois. Merci Claude. À tous. Merci Claude. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter des données comparatives entre les récoltes 2021 et 2022 en France. Donc, sur la récolte 2022, nous avons noté une légère baisse du taux de protéines. Nous avons en moyenne 11,4% contre 11,9% de protéines en 2021. Et on a les données suivantes. Donc, 42% de la récolte en 2022 contient plus de 11,5% de protéines contre 74% de la récolte en 2021. La moyenne quinquennale, quant à elle, est de 72% de la récolte avec un taux de protéines supérieur à 11,5. Donc, cette légère baisse en 2022 n'affecte pas les qualités boulangères. On a des protéines plutôt de bonne qualité. Les temps de chute sont plutôt bons. On a 96% des volumes collectés qui sont supérieurs à 240 secondes contre 51% de la récolte en 2021. Donc, on est supérieur par rapport au temps de chute. Les poids spécifiques sont majoritairement bons également sur la récolte, car en dépit des fortes chaleurs, on a eu un bon remplissage des grains. 60% de la récolte ont donné des rendements supérieurs à 78 kg par hectolitre contre 11% en 2021. La moyenne de 53% des blés avec un rendement supérieur à 78 kg par hectolitre. Donc, dû aux conditions de collecte sèche, cette année, nous n'avons pas de problématique d'onne.
Donc, en 2021, on avait 25% des blés qui étaient classés en qualité premium et supérieure. En 2022, ils représentent 59%, soit plus du double de la récolte 2021. Passons maintenant aux impacts en panification. Donc, comme dit précédemment, la légère baisse du pourcentage de protéines n'a pas affecté les qualités boulangères. On a une bonne hydratation des pâtes. On retrouve des valeurs correctes d'hydratation suite à une baisse pour la récolte 2021. Donc, on retrouve des valeurs normales. Cette année, on n'a pas d'excès d'hydratation. Le profil de chaque variété reste assez cohérent et on observe un lissage correct sur les variétés extensibles et du déchirement sur les variétés élastiques. Donc, dans les variétés extensibles, on pourra retrouver Orégrain, Fructidor, Celebrity, et dans les variétés élastiques, Extase ou Sacramento. On note plus globalement une diminution de l'élasticité et une augmentation de l'extensibilité des pâtes. Et on a vu que des profils équilibrés comme Absalon ou Fructidor sont plutôt extensibles cette année. On a noté une bonne tenue à la mise au four et des volumes corrects, et également un bon coup de lame et une tolérance conforme. Concernant les valeurs analytiques, au niveau de l'alvéographe, on a des données qui sont supérieures cette année avec une progression du W et du P sur L qui peut être supérieure à 1, ce qui confirme la bonne qualité des protéines. Au niveau du farinographe, on a une stabilité qui est correcte. Donc, nos recommandations cette année pour les meuniers et pour les industriels, mais également pour la boulangerie traditionnelle, c'est d'optimiser le temps de pétrissage. Il sera plutôt en diminution cette année, contrairement à l'année dernière où on avait demandé de l'augmenter, on conseillait plutôt de l'augmenter. On conseille également de diminuer les extenseurs dans les mélanges, dans les farines. On a toujours un intérêt à utiliser de l'acide ascorbique et des enzymes qui vont privilégier le développement au four pour avoir un coup de lame vraiment ouvert. Et on recommande aussi, pour améliorer l'hydratation des pâtes sans pénaliser ses caractéristiques, d'utiliser des références qui sont à notre gamme, comme Dafazine Glucef ou X-Glucef 0,2%. Donc, ces deux références vont permettre, vu qu'on n'a pas d'excès d'hydratation cette année, de gagner encore un peu en hydratation des pâtes. Bien, merci beaucoup Claude et Lucille pour toutes ces informations. Donc, je vous propose maintenant de passer à la partie questions. Donc, pour rappel, vous avez un espace chat sur votre écran à droite. Donc, n'hésitez pas à poser, bien évidemment, toutes vos questions. Donc, nous allons commencer avec une première question qui est « Quelle est la part d'énergie dans la production de la farine ?» Alors, bien entendu, ça va dépendre de chaque moulin. Donc là, et ça dépend aussi comment on achète l'énergie. Cette année, j'aurais plutôt tendance à vous parler du surcoût de l'énergie au niveau des moulins qui va se situer entre 10 et 20 euros selon les moulins et selon la façon d'acheter l'énergie. Très bien, merci beaucoup Claude. Seconde question, donc je pense que c'est une question pour toi Lucille. En quoi Glusafe permettrait d'améliorer l'hydratation des pâtes? C'est une solution que tu as mentionnée juste avant. Donc, quels seraient les avantages de cette solution pour les pâtes? Dans nos solutions Glusafe, en fait, elles vont on les préconise pour substituer une part du gluten dans les recettes de panification. Et cette solution Glusafe, qui est composée d'un cocktail enzymatique, va avoir les mêmes propriétés que le gluten. Donc, en fait, on pourra améliorer l'hydratation des pâtes en utilisant cette solution. D'accord, merci beaucoup. Question suivante, donc une question qui concerne finalement les rendements au moulin par rapport à la récolte que nous avons aujourd'hui. Alors,
Le rendement au moulin est souvent lié au PS, donc le poids spécifique du blé. Cette année, le poids spécifique du blé est tout à fait correct par rapport à l'an dernier. Le blé a été moins stressé. Donc, en toute logique, on peut s'attendre à un rendement moulin revenu à la normale, sachant que les années précédentes, on avait perdu en rendement moulin à cause du poids spécifique. Merci beaucoup. Donc, prochaine question donc, concernant, donc vous avez mentionné des primes de marché, Claude, au départ, pour marché franc, environ 5 à 15 euros la tonne de blé. Pourquoi telle prime sur ce marché? Alors, tout à l'heure, je vous disais que les primes de marché étaient liées au fait aussi que les OS achètent les blés à la récolte, donc il y a un niveau de prix qui était calé sur l'échéance de septembre, et à la récolte, les niveaux de prix de l'échéance septembre du matif étaient élevés. Et ensuite, les prix se sont détendus sur les mois suivants. Ça veut dire qu'un OS qui achetait un blé à 350 à la récolte, voire plus, et s'il le revend aujourd'hui, si le matif aujourd'hui est à 340, 335, admettons, donc ça veut dire que tout naturellement, l'OS, il perd 15 euros. Eh bien, ces primes de marché sont faites pour compenser cet écart. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une variation au fil du temps qui peut aller de 5 à 15 euros cette année. Mais la raison principale, elle est là. Et puis ensuite, il y a une disponibilité locale des blés. Vous avez des régions où le blé est une très grosse production, donc il y a du blé en général, sauf cas d'intempéries. Donc là, il peut y avoir intérêt des OS à être un peu moins exigeants sur ces primes de marché que sur d'autres régions. Parce que les chargeurs, ceux qui viennent charger la marchandise dans ces régions, elles ont des coûts de transport pour acheminer. Et donc, pour que les OS soient compétitifs eu égard d'autres régions, ils jouent sur la prime de marché. Il y a des années, c'est des primes de marché négatives dans ces régions. Cette année, elles sont plutôt positives, mais un peu moins importantes qu'en général au niveau français. Très bien, merci beaucoup Claude. Alors, je vois qu'on a peut-être le temps pour une ou deux dernières questions. Concernant les primes filières, hein, alors d'abord les différences de tarifs entre un blé classique et les blés filières. Alors tout dépend d'abord de ce qu'on appelle un blé classique. Donc le blé classique, c'est ce qu'on appelle en général le BPMF, le blé panifia pour la meunerie française. Donc ce sont des blés standards, mais derrière, ça va aussi dépendre de ce que vous voulez acheter en termes de blé. Parce qu'un blé classique, il y a les exigences spécifiques hors filière qui peuvent s'ajouter, par exemple, sans insecticide de stockage. Sans insecticide de stockage, ça veut dire donc pas de pesticides pour prévenir des risques d'insectes durant le stockage. Et aujourd'hui, donc, garantir un blé sans insectes et sans avoir recours à des insecticides de stockage, ça suppose donc des surcoûts d'entretien, de surveillance, etc. Et donc, c'est aussi des coûts. Mais globalement, les chartes après qui viennent se rajouter, donc la plus connue est celle du CRC. Aujourd'hui, la prime CRC, elle est de 21 euros au niveau OS. Donc, si je ne m'abuse, il doit y avoir 15 euros qui partent à l'agriculteur et 6 euros qui vont à l'OS. Et cette prime de CRC, pour la prochaine récolte, elle est en augmentation de 15 ou 16 euros. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, faire du blé CRC dans un marché où le blé est au-dessus de 300 euros, eh bien, si la prime, elle reste à 21 euros, donc sortie OS, et 15 euros pour les agriculteurs, 15 euros sur une valorisation du blé à 300, un agriculteur, il peut logiquement se demander quel est l'intérêt à prendre un risque à cultiver un blé CRC, alors que les exigences CRC, comme toutes les chartes, sont nettement supérieures à un blé conventionnel. Donc, il faut penser à cela. Et c'est également le cas pour les blés baby-food. Le blé baby-food est ce qui est le plus exigeant en termes qualitatifs, sécurité alimentaire. Et ces blés-là, aujourd'hui, deviennent de moins en moins disponibles sur le marché parce que les agriculteurs ne sont plus intéressés par les primes baby-food pour répondre aux standards et aux cahiers des charges agronomiques blé baby-food et aux exigences de ces cahiers des charges. Très bien, merci beaucoup Claude. Donc, je vois que nous avons encore beaucoup de questions. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Donc, comme indiqué au départ, donc, nous reviendrons vers vous directement. Peut-être le temps pour… je vois une dernière question qui apparaît, là, entre autres, sur les disponibilités de blé améliorant et les impacts sur les primes. Oui, c'est une vraie question. Cette année, les blés améliorants sont moins disponibles parce qu'ils s'en produisent beaucoup dans le sud-ouest et le sud-ouest a été touché par des baisses de production. Donc, bien entendu, il y a un impact sur les primes.
un blé améliorant, aujourd'hui, il faut compter environ une centaine d'euros de primes qualité, de primes de blé améliorant pour l'avoir, alors qu'il pouvait être disponible en des années passées à 30, 35, 40. Bon, ça peut être plus selon les qualités des blés améliorants, mais cette année, effectivement, il y a probablement un risque de disponible en blé améliorant et par voie de conséquence, des primes qualité qui sont très élevées. Très bien. Merci beaucoup, Claude. Donc, nous allons clôturer notre webinaire. Merci à tous d'avoir été présents. Donc, comme indiqué au départ, nous vous ferons parvenir la présentation ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Nous viendrons vers vous, bien évidemment, pour toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Pour rappel, nous organisons un webinaire en anglais donc sur cette thématique Nouvelle récolte blé ce vendredi 30 septembre et un webinaire est organisé le 19 octobre sur la nouvelle récolte de maïs cette fois. Voilà, donc je vous remercie et passez à tous une très bonne journée. Et nous vous enverrons les liens d'inscription pour ces webinaires dans le mail de récapitulatif. Donc voilà, vous pourrez également vous inscrire si vous êtes intéressé. Merci à vous. Merci. Merci.